Auteure sénégalaise, Mariama Nianthou Ndiaye est une médiatrice pédagogique et professeure, présidente de l'association Littérature Jeunesse, auteure de plusieurs ouvrages, dont Une vie au bout de l'espoir. Cette femme engagée dans la cause féminine fait face aujourd'hui aux jeunes lecteurs du cours Sainte-Marie de Anne sur Livre ouvert. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de Livre ouvert, l'émission qui nous permet d'en connaître un peu plus sur nos auteurs. Alors aujourd'hui, avec le club de lecture du cours Sainte-Marie de Anne, nous accueillons Madame Mariama Nianthou Ndiaye afin d'étudier son œuvre intitulée Une vie au bout de l'espoir et de lui poser des questions par la même occasion. Non, je t'aime trop pour te faire souffrir. En outre, il faut que tu saches que tu es la première femme que j'aime vraiment. Bref, tu es ma passion et tu occupes constamment mes pensées depuis que je t'ai rencontrée. Donc ne te fais aucun souci concernant mon amour pour toi. Sache que le véritable amour naît à l'instant et que jamais je n'épouserai une autre femme, même si je signe la polygamie à l'état civil. Betty Diop reprit. Jusqu'à présent, je n'ai jamais pensé sérieusement au mariage. Et je t'avoue que cela me fait un peu peur. Je suis orpheline, j'ai hérité de la maison de ma tante paternelle récemment. Et j'ai un bon poste de travail à l'USAID. Donc, je n'ai pas de problème d'ordre financier. Mais sur le plan affectif, j'ai besoin de beaucoup d'attention et de tendresse. Avec moi, je te jure, tu n'auras rien à craindre tant sur le plan matériel qu'affectif. Et si jamais il m'arrivait de te faire du mal, tu n'aurais qu'à me le dire et je le réparerai. Betty ne fit que baisser les yeux. En te voyant, j'ai eu l'impression de te connaître depuis toujours. Grâce à toi, il me semble connaître l'essence de la vie. Je crois à l'âme sœur et je sais que c'est toi. La vengeance est un plat qui se mange froid, pensa-t-elle. Pardonner, supporter l'absence de mon mari. Et c'est bien, mais se laisser marcher sur les pieds, pas question. Cette fois-ci, c'est terminé. Plus de retour en arrière. Elle prit sa décision. Elle avait divorcé. Cette fois-ci, elle allait chasser ce beau monde hors de sa maison et de sa vie. Que son époux Alioune Diouf soit marabouté ou pas, ce n'est plus son problème. Ce serait trop facile de pardonner le comportement irresponsable de son époux sous prétexte de maraboutage. Il a été irresponsable et traître à son endroit. Après toutes les preuves d'amour envers lui, rien ne le dédouanait de son abandon, du lit conjugal, de son comportement ingrat et de sa froideur à son endroit. Une décision radicale fut prise. Elle se rappela soudain des paroles de sa défunte badienne alors qu'elle revenait en furie de l'école, les cheveux défaits, la robe déchirée, parce qu'elle se battait avec la chipie de la classe qui n'arrêtait jamais de la taquiner parce qu'elle était trop élancée à son goût. Betty, tu es comme le fleuve, il est calme, mais quand il se déchaîne, il fait des dégâts atroces. Pendant ce temps, Betty Diop était sortie de la maison afin de ne pas assister au spectacle et changer d'avis. Et elle avait fermé son portable pour ne pas flancher, et avait laissé ses invités au milieu de la ripaille et avait demandé à sa femme de ménage de s'occuper d'eux. Elle avait pris soin de mettre une enveloppe avec des billets neufs en guise de transport à ces derniers. Ils avaient tous honte. Sa décision était radicale, tout était fini. Tout le monde était sidéré d'apprendre le comportement d'Alioune Diouf et aussi que c'était sa femme qui était propriétaire de la maison. Mais Betty avait surpris plus d'un sur sa discrétion. Alioune lui accorda le divorce sans aucun commentaire. Dans un premier temps, il avait été très surpris par l'attitude de Betty. Il n'aurait jamais pensé qu'elle allait l'expulser de sa maison et demander le divorce. Elle était tellement gentille et généreuse qu'il pensait que Betty avait une faiblesse envers lui et qu'elle n'arriverait jamais à cette solution extrême. Elle avait pris son courage à deux mains et après son divorce avec Alioune Diouf, le douloureux épisode de sa vie était clos. Elle avait été anéantie par le comportement irresponsable de ce dernier et de Dame Belle-Sœur. La douleur s'était estompée avec le temps. Depuis son divorce avec Alioune Diouf, de longues années paisibles s'étaient écoulées. Betty Diop était en congé de maternité depuis 4 semaines. Elle était tellement occupée à prodiguer avec tant d'amour des soins délicats à son bébé
son fils aîné, Badarassi. Toutes ses craintes liées à son infertilité s'étaient envolées et elle s'était remariée avec un de ses collègues juste 9 mois après son divorce prononcé par le tribunal. En effet, son collègue juriste Omar Sy, qui était célibataire, lui déclara sa flamme. Déclaration surprenante, suivie d'une demande en mariage. Il était un homme normal, attentionné et affectueux avec elle. Sa maturité et sa gentillesse avaient effacé toute trace de souffrance chez Betty Diop. Il était un bon mari, et maintenant un père de famille attentionné, avec beaucoup de compassion envers son épouse. Betty était redevenue sereine et joyeuse. Elle avait confiance en l'avenir grâce à son enfant, un cadeau venu du ciel. Elle était surprise juste 9 mois après son remariage, lorsque le docteur Heidi B. lui annonça qu'elle attendait un enfant. Betty était très comblée par cette grossesse subite. Le traitement de plus de 10 années portait enfin ses fruits. La réussite du traitement était sans doute liée à la force mentale et à la tranquillité psychologique dont elle faisait montre dernièrement. Ainsi, il la taquina en lui disant que son remariage avait garanti la réussite du traitement. Aux dernières nouvelles, Betty avait appris que Dalmbesser et Magatte Dieye s'étaient tellement crêpé le chignon que cette dernière était retournée chez son père à Saumon, juste après son accouchement. En plus, Alioune, qui avait perdu son travail, était dans les difficultés financières et demeurait chez Dalmbesser, qui le traitait méchamment. Betty se sentait renaître. Allah lui avait donné un fils, et elle vivait sereinement avec son nouvel époux. Elle avait rejoint le domicile conjugal et avait confié la gestion de sa maison de Bob à une agence immobilière qu'il avait mise en location. Avant de dire les essais, vous m'avez applaudi, c'est moi qui vous applaudis. Vous êtes des leaders. Je pense qu'il y a des viviers ici et que la relève générationnelle est assurée en vous. Vous avez lu avec les tons, avec la manière, ça me rassure. Donc, bonjour. Donc, les extraits me touchent et ce qui est intéressant, les extraits résument le livre. C'est intéressant. Elle est partie de la romance. L'autre est partie de la banlieue des faits, à relater les faits. Et en conclusion, il évoque l'avenir, il évoque l'espoir, le sourire. Donc c'est intéressant, la manière dont vous avez résumé le livre. Ce sont les parties les plus importantes lorsqu'on parle de vengeance et tout. Et surtout le ton. Je vous félicite, mes enfants, vous êtes sur le bon chemin. On a de futurs écrivains, de futurs leaders en vous. Donc, je suis très contente, je suis fière de vous. Est-ce que selon vous, l'infertilité serait une raison suffisante pour briser un couple? Selon moi, c'est pas normal, mais dans notre société, que ce soit dans les sociétés africaines, même dans les sociétés européennes, ça brise des couples. Alors que dans le mariage, on n'a jamais dit que quand tu te maries, il faut avoir un enfant. On n'est pas censé avoir un enfant dans la réalité, dans le mariage. C'est une femme qu'on épouse. Mais dans nos réalités africaines, une femme qui vient, qu'on épouse au bout d'1 an, 2 ans, quand elle n'a pas d'enfant, c'est la belle-mère qui commence à scruter son ventre. Les besseux qui vont dire, ah, moi, je fais un dégoût d'ara. Elle ne fait que manger. Je pense que vous avez entendu ça. La société, la communauté commence à se dire au bout de 3 ans, ah, elle est là, elle n'enfante pas. Et les choses commencent. De fil en aiguille, on commence à dire des mots en tout cas mal placés à l'endroit de cette femme, en sourdine. Quand ça dure maintenant 3 ans, 4 ans, 5 ans, les gens commencent à te dire, toi, tu ne peux pas faire d'enfant, ah, tu n'as pas d'enfant. Quand tu vas même dans des cérémonies, les femmes qui disent, on prie pour que tu aies un enfant. Donc ça veut dire que toute la société, que ça soit avec tact ou de manière insolente ou de manière voilée, maintenant te dit que tu es infertile. Maintenant, une femme comme ça, comment elle peut évoluer psychologiquement? Donc la société, on n'a pas le droit, à cause d'une infertilité, de briser un couple, mais c'est ça qui se fait dans les réalités sociologiques africaines et surtout sénégalaises.
Est-ce que la Renaissance a-t-elle eu un impact dans votre vie? Je veux dire, est-ce que le premier récit est tiré d'une histoire réelle par rapport à vous ou une personne de votre entourage? Même pas. Même pas. Parce que même j'avais eu un problème avec ce récit. Je déteste le divorce parce que j'ai des enfants et tout. Quand j'ai échangé avec ma sœur sur le texte, elle me dit c'est bien. J'ai dit, même à l'éditeur, j'ai dit moi je n'aime pas le divorce. C'est la première fois que j'écris sur quelqu'un qui va divorcer et sur ce récit et tout. On me dit mais c'est bien parce qu'il faut parfois sortir de soi, faire truc. Ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec une connaissance qui est proche. Mais chaque année, j'écris sur des thèmes qui touchent les femmes. Je suis une femme qui écrit surtout sur le genre. Je suis spécialiste des questions de genre. Je prends des réalités sociologiques qui existent. Et depuis des années, j'ai jamais écrit sur ça. J'ai dit, moi, je vais parler cette année des personnes ou des femmes qui ont vécu ça. Quand mes collègues m'ont dit, tu écris sur quoi cette année? J'ai dit, je vais parler de l'infidélité. Elles m'ont dit, madame, si ça, c'est bien. Ça, il faut l'évoquer. Et les gens commencent à dire, moi, c'est comme si tu parles de moi. Quand j'ai fini le livre, quand les gens, après, on avait fait une semaine de dédicace, j'ai deux collègues qui sont venus dans mon bureau. C'est comme si tu me voyais. Ce livre-là, tu parles de moi. Tu as raison. Les gens, c'est comme une thérapie. Une cousine qui m'appelle, qui me dit, tu sais, je me suis mariée, j'ai jamais eu d'enfant. Moi, je ne m'étais même pas, c'était pas dans mon entourage. J'ai imaginé, tout ça, c'est l'imagination. Et chacune me dit, tu parles de moi. Donc, ça veut dire que peut-être que j'ai réussi à toucher le nœud et que c'est salvatrice par rapport à certaines. Et ils me disent, la fin que tu as fait, je suis trop heureuse. Parce que si tu avais fait autre chose, là, je serais fâchée contre toi. Parce qu'à chaque fois quand je lis, chaque 8 mars, j'organise un panel avec des femmes qui échangent. C'est comme un DEP, parce que c'est une thérapie. Je suis médiatrice pédagogique, donc j'essaie de donner la parole aux femmes. Les femmes, quand elles s'expriment, elles disent j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Tu ne t'imaginais même pas que des gens sereins que tu vois dans la rue l'ont vécu, mais tout est imaginaire. Alors, parmi les thèmes abordés dans le livre, tels que la polygamie, le féminisme ou encore la santé mentale, lequel pensez-vous devrait bénéficier d'une meilleure approche au Sénégal? Les trois. Aujourd'hui, une femme, une jeune fille, toi tu es équilibré chez toi, on te donne un mariage, on t'amène un déséquilibre, un choc. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu enfanter. C'est comme si tu es Dieu. Parce que si on est Dieu, on te donne tout ce qu'on veut. Hein. Moi, si j'étais Dieu, je dis je me donne ce que je veux si tu l'étais. Alors pourquoi la société doit stigmatiser une personne parce qu'elle n'a pas ça? Tu avais un équilibre chez tes parents, on te paie le collège jusqu'à ce que tu aies le bac, tu aies ton travail et tu vas juste pour des choses sociétales, on te crée des problèmes. Là, l'équilibre mental est important. On te déséquilibre. Deuxième chose, tu viens dans la société, des gens qui ne sont pas censés te médire, sont en train de te maudire, de te médire, alors que peut-être que même tu as un niveau intellectuel plus élevé. Pourquoi? Pourquoi cela? Donc la société doit être doit se revoir. J'aimerais bien l'autre sociologue qui disait qu'il faut un DEP national au Sénégal, il le faut. Et c'est pas seulement ici, hein. J'étais à Genève pour ce livre-là, je présentais, c'était au mois de, au mois de mars, au Salon du livre de Genève. Il y a une Française qui me dit qu'elle a vécu ça, elle est métisse. Donc ça veut dire qu'au-delà de nos sociétés sénégalaises et africaines, on retrouve ces genres de choses dans d'autres sociétés. Donc c'est un cercle. Il faut tout ça pour que la personne soit équilibrée dans le ménage. Je voulais demander si le livre il représente l'émancipation de la femme et les problèmes que ça engendre dans la société africaine. Effectivement, mon fils, tu as bien cerné la problématique. Le livre, c'est ça. Moi, chaque 8 mars, j'écris des livres pour parler des femmes, des leaders et tout. Je parle dans certains autres livres que j'ai, comme Au nom de la femme, Moi, esclave domestique, tout ça, le cancer. Je parle des problématiques de femmes, des problématiques de genre, mais de manière terre à terre. Parce que je me dis que quand on veut donner un message, il faut être simple, faire des petits textes, digestes, que la personne lambda ou la personne à un niveau supérieur puisse digérer et puisse comprendre. Et vous avez bien compris. Ce sont les problèmes de société, les problèmes de femmes, les problèmes de genre qu'on évoque.
Parce que c'est vrai, être écrivain, c'est vrai, mais je pense que quand on est un écrivain, il faut dénoncer les choses qui sont au niveau de sa société, en son temps aussi. Parce qu'il faut être de son temps. Parce que je ne peux pas... Pourquoi j'évoque les romances? Le premier texte qu'elle a cité, je sais que si un ado me lit, elle va être accrochée. De notre côté, je parle des problèmes des belles-sœurs et des trucs. Si une femme mariée me lit, elle va lire. Si un sociologue me lit, elle va dire que cette personne adopte des problématiques de genre. C'est pour ça que j'essaie de faire des textes terre à terre qui accrochent. Là où je parle de la polygamie, j'ai même fait un texte de romance carrément quand il déclarait la flamme. Je sais qu'entre ados vous le faites parce que nous on est passé par là, donc c'est ça, pour accrocher. Et ce sont des problèmes comme ça que j'évoque, mais de manière simple. Cela a-t-il été difficile pour vous d'entrer dans le monde de l'écriture en tant que femme, et avez-vous des conseils à donner aux futures générations d'écrivaines? C'est simple, c'est naturel en moi. En fait, depuis 17 ans, je gagne des prix de littérature, de poésie avec la Fondation Léopold Sédar Senghor. J'ai eu la chance aussi d'être jeune. Quand j'étais jeune, ma mère, elle est professeure d'anglais, mon père est informaticien à la SONES. On habitait aux Parcelles. Ma mère dit, vous êtes originaire de Bop, vous êtes originaire d'HLM. On a une maison aux Parcelles. Je n'aime pas de déperdition scolaire. On nous inscrit dans une bibliothèque. J'ai étudié au collège Notre-Dame. Quand on descend, quand on termine les leçons, mercredi après-midi, bibliothèque, samedi après-midi, bibliothèque. Donc tous les moments qu'on a, c'est à la bibliothèque qu'on le passait. Donc cette culture de lecture, je l'ai eu très tôt parce que ma mère dit que ce que je vois dans le quartier, des femmes qui dansent ici, des trucs, ce n'est pas mon modèle d'éducation. Donc son modèle d'éducation, on descendait de Notre-Dame du Liban, on descend, on se repose, on va à la bibliothèque. Heureusement que la bibliothèque était aux églises des Parcelles, c'était pas loin. Ma mère a étudié ici, au Sainte-Marie d'Anne, donc je remercie mes parents. Mon père aussi nous a gâtés dans ce sens-là, on nous achetait des livres, ils ont tout fait sur ça. Donc ça nous a aidés, c'est ça la base. Et au collège Notre-Dame aussi, on avait des profs de français qui étaient bien, M. Varor, le prof de français Sané, tout ça. À la bibliothèque, la dame qui était là-bas aussi était super, Madame Sophie. On lisait les comtesses de Ségur, tout ça. J'ai souri, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit La rue Cazenègre, Mamtine, tous ces livres-là qui sont là, je les ai lus bizarrement. Je lui ai dit au monsieur, vous avez réuni des livres que j'ai lus, Alombaku qui est là, qui parle des trucs des indépendances, comme dans la logique de Kourouma, tout ça, j'ai lu. Donc, le secret, c'est la lecture. Et ce qui est intéressant, je n'ai jamais fait d'études littéraires. En classe, j'étais toujours en mathématiques, j'avais 40 sur 40, 20 sur 20 problèmes. Quand on devait aller au collège Sacré-Cœur, tous mes amis étaient allés à Saint-Michel, parce qu'on nous avait orientés à la série S. J'ai dit, je vais au collège Saint-Michel, j'ai fait la série G. Après, j'ai fait l'École nationale d'économie appliquée. Je n'ai jamais fait d'études littéraires. Mais la littérature, je l'aime. Et tout ce qu'il aime, ce qui est à l'origine de ça, c'est la culture de la lecture. Et la lecture est très importante. Quand j'ai fait des concours nationaux à l'ENEA, quand j'entrais dans l'École nationale d'économie appliquée, on a fait des textes. C'est grâce à la lecture que j'ai eu ce concours. Parce que les gens, il fallait qu'ils aillent à l'université 2 ans, 3 ans pour réussir. Quand je faisais le concours, on m'a dit, ce concours-là, pour le réussir, il faut au minimum 2 années à l'université. Je l'ai réussi parce que le niveau de texte. Au bac, j'ai pu réussir l'économie. J'ai eu 16 en dissertation économique. Tout ça, c'est la lecture. Et quand je faisais d'autres concours aussi, dans l'administration, je fais bien mon travail. C'est grâce à la lecture que je m'en sors. Donc c'est très important que vous soyez scientifique, je ne sais pas, géologue, tout ce que vous voulez. La lecture est la base. Parce que vous arrivez à synthétiser. Quand on vous donne un problème ou un texte, vous arrivez même à avoir d'autres idées. Même en mathématiques, quand vous faites les maths, quand vous bloquez, moi quand je me bloquais, qu'est-ce que je fais? Quand on donne les limites et tout ça, je prends, je dis, j'explique. Je dis donc, ce théorème, d'après le théorème de Thalès, il y a ceci. Donc le prof va dire, ah, cet élève a lu ses leçons, on peut même te glisser des notes supérieures. Donc ça, tu arrives à articuler, tu arrives à agencer les théorèmes, les théories. Donc il faut beaucoup lire. Et dans le futur, maintenant, quand j'ai eu la chance de rencontrer les tontons Racine Senghor avec la Fondation Sédar Senghor, j'ai participé à des petits
de sélection de poésie. À l'école même, on me sélectionnait pour ça, pour lire des René Dépès et tout, lors des journées culturelles. Bien que j'étais scientifique et tout. Mais c'est ça. Et après, ça, vous êtes dans la vie administrative. Quand vous avez un texte, on ne te corrige même pas. La dernière fois, j'ai déposé pour mon doctorat, j'étais la dernière à déposer parce que j'étais foreclose. Quand j'ai déposé, la dame me dit, on ne va pas te prendre. Le lendemain, elle me rappelle, Madame Dia, excusez-nous, on te prend. Vraiment, on n'a jamais vu ça. Le document de thèse, le projet de thèse n'a pas de faute. Parce que je n'avais pas le temps, j'étais dans des trucs de paparazzi. Je suis doctorante actuellement en sciences politiques pour parler des études de genre. Rien que la qualité du document. Il me dit, ils n'ont jamais vu. Les gens qui déposent des projets, il faut refaire. On n'a vu aucune faute, on te prend. Et on était 8, on m'a sélectionné dans ça. Donc ça peut même te servir dans le futur. Et le jour, la dame, la directrice de l'école doctorale ne me regardait même pas quand je déposais. C'est comme si elle me dit, celle-là, elle se moque des gens. Mais après, elle me rappelle, elle me dit, on te prend même des thèses de doctorat pour que tu t'en inspires parce qu'on n'a pas l'habitude de le sortir. Tout ça, pourquoi? La qualité de la lecture. On te prend pour quelque chose que on ne devait pas te prendre, tu étais foreclose, mais on accepte, on t'accepte et on te fait plus. Donc, lisez. Lisez le maximum que vous pouvez en matière technologique. Il y a les super numériques. Quand vous lisez, allez piocher dans les bons sites. Il y a des sites de lecture. Vous pouvez lire chez Ante Diop, vous pouvez lire des synthèses, que ce soit dans le domaine littéraire, que ce soit dans le domaine des maths, géographie. Chacun a quelque chose qu'il veut, mais il faut bien l'exploiter. Le numérique est important. Il faut lire, mais les bonnes choses, parce que les parents ont confiance en vous, ils vous ont éduqué. Donc, lisez et prenez ce qui est bien. Donc, c'est important. Alors, ma question est, seriez-vous allé jusqu'au divorce à la place de Betty, sachant que son mari a été marabouté? Pourquoi j'ai nuancé marabouté? J'ai dit sa responsabilité. Même s'il a été marabouté, au début, il a été irresponsable. Parce que dans nos sociétés, parfois, quelqu'un fait quelque chose, on l'a marabouté, il ne l'a pas fait exprès. Mais vous avez appris le déterminisme normalement. Chacun se détermine par rapport à soi-même, par rapport à ses objectifs. On ne va pas dire non, c'est l'autre qui l'a fait, non, il faut être responsable. C'est pour ça que je suis allée dans ça. Mais moi, je ne serais jamais allée dans le divorce parce que moi, personnellement, je suis contre le divorce. J'avais même un problème pour ça. J'ai échangé avec ma soeur, elle me dit c'est bon, l'éditeur, je dis moi je n'aime pas le divorce. Elle me dit non, le divorce là, c'est l'issue du texte. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Mais moi-même, intrinsèquement, je n'accepte pas ça. Je suis contre le divorce parce que je me dis que quand tu t'engages avec un homme, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais maintenant, il ne faut pas souvent rester pour le pire, hein, parce qu'on a vu des cas, des gens qui ont tué leurs enfants, qui ont assassiné, tout ça. Quand c'est pire, il faut partir. Quand c'est le bon moment de partir, il faut partir. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais divorcé. Je ne divorcerai jamais, ça, je le sais. Et je suis pour le mariage parce que je suis un peu romantique quand même. Et j'ai la chance de vivre avec un homme qui est bien. Donc, je ne suis pas dans ce sens-là. Par rapport au message que vous avez voulu faire passer à travers cette œuvre ou encore vos autres œuvres, avez-vous suivi un mouvement littéraire en particulier? Parce que en troisième, on a lu un livre de Mariam Abba, Une si longue lettre, et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de similitudes par rapport au thème abordé. Ce qui est bizarre, Mariam Abba, son livre, Une si longue lettre, comme nous tous, hein, on l'a suivi en troisième. Je l'avais lu en cinquième, parce que mon grand-père aussi avait une bibliothèque. Les Marcel Pagnol, tout ce que vous voulez comme livre, à la maison, aux HLM, quand je dévorais tout. Les 1001 nuits, je me couchais, je lisais jusqu'à 3 heures. Ma maman dit, toi là, tu n'as pas cours demain. Mariam Abba, Une si longue lettre, je l'ai lu, je pleurais. Quand j'ai fait une dissertation en quatrième, parce qu'on ne devait pas passer ça, M. Vora me dit, mais toi, on n'a pas encore étudié ça, comment tu peux faire ça? Il a pris le texte. Il a fait le tour de tout le collège pour lire le texte parce qu'il dit que soit c'est ma mère qui l'a écrit, parce que ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone. Il dit qu'après, il va convoquer mes parents. Parce que ça, soit ma mère l'a écrit, je l'ai triché, j'ai recopié en classe. Ce n'est pas possible que moi-même je l'écrive. Il a fait le tour des classes, il a lu et tout ça. Le préfet a appelé ma mère. Ma mère dit, je ne savais même pas qu'elle lisait ce texte. Parce qu'il dit que c'était trop bon. Il ne pouvait pas me donner 20, il m'a donné 19.
le livre de Mariama Ba, c'est un livre que j'adore. Il y a aussi Le Chant écarlate, peut-être que vous l'avez lu ou pas. Je ne sais pas, quand tu aimes quelqu'un, je n'ai pas suivi de mouvement et tout, peut-être que quand tu aimes quelqu'un de manière inconsciente, il peut t'influer. Mais son livre, je me dis que transcende tous les temps. C'est un livre qui parle de sous, quand tu parles de moudou, de la polygamie, les personnes, quand ton papa épouse ton ami, c'est ce qu'on retrouve dans nos sociétés. Peut-être de manière inconsciente, je n'ai pas suivi ça, mais de manière inconsciente, Mariama Ba, je l'adore. J'adore ses livres, donc ça peut venir sans que tu t'en rendes compte. Mais moi, je m'inspire naturellement. Il y a d'autres livres que j'ai écrits, Romance et violence, sur la guerre et tout ça. J'ai écrit dans d'autres trucs de résolution, dans d'autres domaines, pour prôner la paix. Mais c'est vrai que je suis une personne qui est du côté des femmes. Ça n'a rien à dire. Même on me taquine au bureau, on me dit que toi, tu ne fais que pour les femmes. Parce que la fête des mères et de la Cour des comptes, je viens de faire des tâches, je donne à toutes les femmes. 8 mars, je donne aux femmes du tissu dans mon bureau, parce que ça, j'y crois. Ce n'est pas que c'est venu ici, c'est depuis l'enfance. Je suis du côté des femmes et j'ai la chance de m'occuper des bureaux genre dans mon travail, ça me fait plaisir. Sur le deuxième récit, les séquelles d'une guerre, pensez-vous que les séquelles de cette guerre affligée aux familles pourraient-elles engendrer un nouveau fléau? Bien sûr. Vous avez vu les séquelles d'une guerre. On dit que la guerre est finie. Les gens retournent dans leur champ, les gens retournent à leurs occupations. Ça n'empêche des enfants qui jouent, qui ont le droit de jouer, le droit de se faire plaisir, vont être victimes de mines. On dit que c'est fini. Tu as vu. Ce sont des effets, comme on dit, une guerre, on sait quand est-ce que ça commence, mais on ne sait pas où est-ce que ça se termine. Ce sont des effets induits qui reviennent. Une guerre peut cesser. Rien que des belligérants qui se discutent autour d'un terrain ou des produits de la guerre, ça réveille d'autres guerres. On le voit chez nous, on l'a vu au Rwanda, des guerres ethniques. On a vu des gens qui sont victimes de mines, alors que les guerres sont terminées depuis 5 ans, 10 ans. Des mines qu'on a oubliées dans des champs. Mais ce sont des fléaux, ce sont des effets collatéraux, comme on dit. Et pourtant, la guerre est terminée. Donc, pourquoi déclencher une guerre? Pourquoi ne pas s'unir quand il y a des problèmes? Poser tout sur une table pour poser des jalons de réconciliation et éviter les guerres. Que ça soit, si on le ramène aujourd'hui, ce qu'on vit, pour ne pas évoquer des noms, ce qu'on vit toutes ces semaines, des mardis où des étudiants ne vont pas à l'école, où des gens n'osent pas conduire leur véhicule, on peut, par métaphore, le transporter dans ce contexte-là. Ce n'est pas bien. Il faut toujours négocier. Parce que les effets, ce sont les jeunes qui le subissent. Quand on casse une maison, c'est ce propriétaire qui le subit. Quand on casse un magasin ou un supermarché qui alimente des gens, sur le plan économique, il y a des problèmes. La dame qui donne son produit pour que cette surface le vente ne va pas pouvoir écouler. Les gens qui veulent s'alimenter ou les consommateurs qui veulent prendre des produits ne pourront pas le faire et le bien est détruit. Si on détruit par exemple un bus scolaire ou un bus d'académique, la personne qui habite à Yeumbeul ou à, je ne sais pas moi, à Koulikoro et qui ne peut pas se payer le luxe de prendre un taxi ou n'a pas de véhicule, cette personne, si elle est malade et que n'achemine pas, par exemple, son fils qui est malade et qu'il meurt en chemin, non, c'est cette guerre ou c'est ce problème-là qui l'amène. Donc, non aux guerres, non aux problèmes qui déstabilisent nos pays ou notre société. Pensez-vous qu'Alioune a bien fait de se marier en coulisses, prétextant que c'est par respect pour sa femme, plutôt que de venir lui dire en face? C'est de l'irresponsabilité. Tout ce qu'on fait dans la vie, toi-même dans ta maison, ce que tu fais en coulisses, c'est que c'est mauvais. Point. N'essaie même pas de tergiverser. Ce que tu n'oses pas montrer dans la rue, c'est pas bon. Quand on respecte une personne, on lui dit je dois faire ceci. En plus, lui, il s'était engagé moralement. Quand j'évoquais la romance que tu as, l'extrait dont tu parlais tout de suite, il a dit qu'il ne va pas prendre de deuxième. J'espère que monsieur ne va pas me faire ça. Hein. Il a dit 4 épouses, mais il dit que je serai la seule, donc j'espère que je n'aurai pas cette surprise à mon âge. Donc c'est ça, l'engagement moral qu'il a fait
je ne vais jamais te chercher de co-épouse. Mais non seulement, il n'a pas tenu face à son engagement, mais même sur le plan matrimonial, il n'a pas respecté sa femme. Il se mettait là-bas. Parce que maraboutage, pourquoi je fais, c'est pour rire. Parfois, il faut, comment dirais-je, vous avez fait cette figure de style-là. Des fois, quand vous faisiez Molière, des fois, c'est la satirique. Je parle de maraboutage, c'est pour certaines qui chaque fois mon mari est marabouté, alors que c'est le mari qui est irresponsable, c'est pour mettre une dichotomie là. Pour qu'on ait l'impression qu'il a été marabouté. Mais au fond, il doit être mis face à ses responsabilités. C'est pour ça qu'on l'a jeté dehors dans la maison et la dame a demandé le divorce. C'est pour mettre ça, quoi. Mais il n'y a pas de maraboutage. Même si ça existe, à l'origine, c'est parce que tu es faible que cette brèche s'ouvre. Parce que ce que je crois, il faut être responsable dans la vie. Quand tu vas faire ton BFM, si tu vas chez le marabout et que tu dors durant toute l'année, tu n'apprends pas, tu ne lis pas, tu ne regardes pas, tu ne fais pas tes exercices de maths, si tu crois que c'est le marabout qui va te donner le BFM, va dormir. Donc c'était pour montrer, c'était satirique, quoi. C'était vraiment pour montrer cet aspect-là. Dans votre livre, que suscite l'espoir? L'enfant, elle s'est soignée durant des années. On lui a envoyé millions de colibés. On l'a ridiculisé, on l'a insulté. On lui a fait du wachilal. Wachilal, c'est quand ça existe dans nos sociétés, hein, quand ton mari se détourne de ton lit. Ça, dans l'islam ou dans les religions révélées, ce n'est pas normal. C'est même cause de divorce. Et pourtant, elle a été une femme discrète. Elle priait, malgré ça, elle avait la foi. Même si Dieu ne lui donnait pas, elle se soignait. Ça veut dire que quand on est malade, il ne faut pas dire non, 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 je délaisse. Ce que ça veut montrer, il faut de la persévérance dans la vie. Parfois, c'est un chemin pour arriver. Il y a l'adage qui dit 7 périodes de vaches maigres succéderont à 7 périodes de vaches grasses. Quand vous lisez la Bible ou la Torah, vous allez voir ça. Donc ça veut dire que dans la vie, il y a des moments où Dieu te... C'est comme si c'est toi qui est là maintenant, c'est toi qui est au diapason. Dieu te met des pierres, des obstacles, tout ça. C'est ça que je voulais montrer. Quand tu l'acceptes et que tu fais ce que tu dois faire, au bout du chemin, il y aura de l'espoir. Et au bout du chemin, il y a eu un mariage. Au bout du chemin, elle a eu un enfant. Au bout de tant d'années de traitement, avec un homme qui lui a remis sa santé mentale, parce que maintenant, elle était dans un environnement paisible. Il pouvait réfléchir, il pouvait s'épanouir. Et finalement, l'enfant est venu. Et dans la réalité aussi, il y a des traitements qui se font. Quand tu n'as pas l'assise psychologique, ça ne marche pas. Donc c'est important que ça soit pour chercher un enfant, que ça soit pour se guérir sur le cancer, parce que j'ai écrit un texte sur le cancer, que ça soit pour se guérir de tout. Et que vous-même, sur le plan scolaire, vous devez avoir la santé mentale en évitant de vous exposer aux tablettes tout le temps, sur le numérique, en évitant à 3 h du matin, quand maman et papa se couchent, d'ouvrir la chambre ou de prendre votre tablette, de vous mettre là-bas. Parce que quand vous vous connectez tard la nuit, le matin, vous ne pouvez pas être disponible en classe ou suivre le prof. Donc, quand on transpose les choses et se l'applique à soi, toujours, il faut la santé mentale du jeune chichique. Donc, vous étudiez, vous dormez à temps, vous mangez. Durant les grandes vacances, vous faites ce que vous voulez. C'est les grandes vacances pour s'éclater. Mais durant l'année scolaire, on se concentre sur les études ou sur des choses de la lecture utile. Regardez à la télé des choses utiles et à temps et se reposer, faire ses exercices, faire ses leçons. Si on le transpose là, vous avez la santé mentale. Est-ce que vous pensez que les mentalités africaines et plus précisément sénégalaises sont dues à l'éducation? Et nous, en tant que jeunes d'aujourd'hui et adultes de demain, que pouvons-nous faire pour changer ça? Bien sûr. C'est dû à l'éducation. Je suis en train de faire un doctorat sur ça, hein, sur la carrière des femmes. C'est dû à l'éducation. C'est dû à l'éducation du moment qu'il y a des clivages. Par exemple, si tu nais dans une famille lambda, chaque jour ta maman te dit « Hey, va ranger les bols », le garçon, on le laisse jouer au football. Premier clivage. Ou la femme, on lui dit « Tu descends à l'école,
va cuisiner, etc., etc., le garçon va se coucher. J'ai eu la chance, comme je dis, peut-être que ma mère elle était professeure d'anglais, mais elle aussi, elle est féminine, elle a travaillé dans les ONG. Tu sais, qu'est-ce qu'elle nous disait quand elle descendait? Allez vous reposer. On dort, après on allume la télé, on regarde Bouba Frisquette. Notre temps, on n'avait qu'une seule télé, tout le monde regardait la même chose à 18h. C'est pas comme vous, hein? Vous avez la chance de regarder tout ce que vous voulez. Après, ma mère vous dit, allez étudier. On étudie, après elle vous dit, jouez un peu, allez vous coucher. Tu sais pourquoi? C'est important. Quand tu joues, quand tu étudies, vous êtes des filles. Quand ma maman allait acheter on a construit notre maison ensemble, acheter des ciments, mon père est là et tout. Mon père lui dit, toi là, tu es un homme ou une femme? On allait ensemble chez le quincaillerie. Donc maman m'a dit, góor benn la ak jigéen. Vous faites la même chose. Durant l'hivernage, quand les choses commençaient, avant on faisait les fosses, elle dit, venez, on nettoie les fosses ensemble. On dit, il faut éduquer sa fille pour dire que tu es une personne. Donc, moi, c'est après que, quand je me suis mariée, que je me suis dit, ah, je suis une femme. Quand ma belle-mère me dit, il faut mettre pour les hommes et les femmes, chez nous, il n'y a pas ça. Ma mère ne nous a pas éduqués comme ça. Donc, pour nous, on est des hommes ou des femmes, il n'y a pas de différence, quoi. Sur le plan psychologique, il faut éduquer comme ça une femme. Elle est une femme, mais en matière de compétences, elle peut faire ce qu'un homme peut faire. Quand la société éduque comme ça sa fille et son garçon, le dit que toi, tu manges, tu débarrasses, le garçon va avoir de l'attention pour la fille. Et la fille aussi va se valoriser. Elle va dire, ah, je suis capable de faire ça. Tout en respectant sa féminité. Moi, je suis femme, je respecte ma féminité. Je fais des choses de femme, mais je suis sûre qu'en matière de compétences, un homme qui est là, je peux faire ce que tu peux faire. En matière de travail, en matière de football. Donc c'est ça. Maintenant, si la société éduque comme ça à l'enfant, ça va se répercuter. On ne va pas dire, par exemple, parce que toi, tu es dans ta belle famille ou parce que tu n'as pas d'enfant, on va se mettre à te critiquer et tout ça. Parce que quand une personne s'occupe de ses affaires, elle ne va jamais critiquer. Donc c'est l'éducation de la société. Il faut éviter les détails et aller dans l'essentiel. Que ça soit la religion, chrétienne, musulmane, tout ce qu'on dit, on ne doit pas parler de l'autre, on ne doit pas s'occuper de l'autre. Ça veut dire que quand on s'occupe de soi-même, parce que rien que s'occuper de son sac de problèmes, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu ne vas pas parler de l'autre, tu ne vas pas regarder l'autre ce qu'elle fait, ce qu'elle a. Maintenant, nos sociétés, c'est ça notre problème. Les gens se mettent sur les réseaux sociaux à insulter les autres, à regarder si l'autre a un enfant, si l'autre a une maison, si l'autre a... alors que peut-être que chez elle, il n'a même pas de matelas. Si les gens s'occupaient de leurs problèmes, comme ce que a inculqué la religion, ce que nous ont inculqué l'école, il n'y aura pas de problème. Donc notre société, on doit le refaire, le revoir, notre communauté. Les bases sont là, mais on a tendance à faire ce qu'il veut. Peut-être que les mamans aussi ne font plus le travail comme avant, ou les papas aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a besoin d'un repère national actuellement dans notre société. Merci. Oui. Pensez-vous que ce dont les femmes et les marginalisés d'aujourd'hui ont besoin, c'est une équité dans la société plutôt qu'une égalité envers les personnes qui sont mises en haut dans la société africaine et généralement dans le monde? Équité. Je n'aime pas le mot égalité, équité. Parce qu'aujourd'hui, je suis courte. On doit monter quelque part. Il faut quelque chose pour que je puisse arriver à sa taille. J'ai besoin de ça. L'autre n'a pas besoin de ça, il est déjà élancé, il n'a pas besoin qu'on... Donc, ce qu'il faut voir, à chaque fois, quand on est quelque part, au point de départ, si, toi, pour pouvoir arriver à d'autres points, on doit te mettre un escabeau ou une échelle, on te le met. On n'a pas besoin forcément de donner, parce que l'égalité, ça veut dire qu'on vient, on est égal. Non. On n'a pas forcément besoin, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas besoin, par exemple, de me mettre une perruque pour pouvoir me faire belle. Moi, j'ai besoin de mon foulard, ou d'autres choses. Ou l'autre a besoin de ceci ou de cela. Et si on le transpose sur le niveau des ressources humaines ou sur le niveau des besoins primaires, par exemple, dans une société, à Dakar, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas besoin de forage. Mais tu peux aller dans un village, à Ndibandiane, ils ont besoin de forage. L'équité veut que, à Ndibandiane, on leur donne de forage. Mais à Dakar, si on vient, on voit ce dont on a besoin. Donc, l'égalité, dire l'égalité n'a pas de sens. Il faut toujours identifier les besoins, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, voir à quel niveau on veut accéder.
voir comment le corriger pour le parfaire ou qu'est-ce qu'il faut rajouter pour que l'autre puisse arriver à ce point. C'est que les gens, que ce soit les autorités ou les politiques, ne comprennent pas parfois ces deux mots-là. Il y a beaucoup de nuances. C'est l'équité qui est important. Quand dans une classe, par exemple, aujourd'hui, si tu n'arrives pas à faire les exercices de maths et que l'autre puisse le faire, pour arriver à cette équité-là, on peut vous mettre en groupe de travail pour que vous ayez l'équilibre pour y arriver. Dans nos sociétés de même, les femmes sont là, elles ont besoin de leur carrière, il faut les aider, il faut les appuyer. Les hommes parfois, parce que moi je me fâche parfois, je dis il y a des miss mathématiques, il y a des miss je ne sais pas quoi, mais pourquoi pas des garçons? Parce que nous, on a des enfants garçons et des enfants filles. Maintenant, dans la société, si on ne fait que mettre les femmes à l'avant, la société va reculer. Donc toujours, il faut corriger par rapport aux besoins, que ce soit les garçons ou les femmes. Donc c'est ça pour une société équilibrée. C'est la fin de notre émission. Nous vous remercions de votre présence, en particulier celle de Madame Ndiaye, pour nous avoir accordé son temps et permis d'approfondir nos connaissances sur son œuvre. Nous vous incitons donc à la lire. Merci. Merci.